Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour et bienvenue. L'actualité avec que des questions et puis des questions relativement lourdes de sens et de conséquences. Faut-il d'abord taxer les retraités ? Oui, nous répond très clairement la Cour des comptes en invitant à raboter pas mal de niches fiscales. La deuxième question, est-ce que la Cour de Karlsruhe finalement a marqué une nouvelle date historique quasi comparable à celle du traité de Rome ? Ça nous ramène au débat à plusieurs reprises que j'ai pu avoir sur l'antenne hier avec Stéphane Soumier. Autre question essentielle, les banques centrales ont-elles raison ? Voilà. Il y a les actions illimitées de la BCE et désormais les nouvelles actions illimitées de la Réserve fédérale américaine, prête à acheter 40 milliards de papiers dont personne ne veut tous les mois, tant que le chômage n'aura pas inversé sa courbe dramatique. Claude Garnier d'Aforge Finance nous disait ce matin, le mot illimité sert à dire au marché, désormais vous ne pouvez plus nous attaquer. Olivier Burier, pour en parler. Bonjour Olivier. Bonjour. Il est actuaire, il est animateur du blog les-crise.fr et auteur de Stop, tirons les leçons de la crise, publié aux éditions Yves Michel. Alexandre Sobo, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour Directeur général de Holot Group, le spécialiste des matériels d'élévation de personnes et de charges, une ETI française, mesdames et messieurs. Et Jean-Michel Steck, bonjour. Bonjour. Il est senior advisor de Blackstone. Alors, on va repartir d'abord sur cette semaine européenne incroyable qu'on vient de terminer. Effectivement, je me suis un peu frité gentiment avec Stéphane Soumier hier et mon message était de dire j'ai envie, comme tout le monde, d'acheter les mots, d'acheter les paroles, d'acheter les engagements. Seulement, malheureusement, l'histoire m'a prouvé depuis quelque temps que ces mots, ces paroles, ces engagements avaient beaucoup de mal à vivre le risque d'exécution, la mise en pratique, et que généralement on gobe un peu les mots et on réalise que les détails, que le diable qui est dans les détails nous berne à l'arrivée. Alors, dans quel camp êtes-vous, Jean-Michel ? Dans quel camp êtes-vous ? Est-ce que depuis cette semaine, vous soufflez ? Vous mettez bien le micro devant vous, oui, il est trop décalé. Bien sûr. Écoutez, deux choses. D'abord, c'est tout de même des bonnes nouvelles cette semaine, il faut reconnaître. Il y en a eu, effectivement, le vote de la Cour de constitutionnelle allemande est quelque chose de positif. Ah ben si c'était non, c'était fini. Bien sûr. Donc c'est mieux que ça ne soit pas fini. Je note aussi le vote hollandais, le vote démocratique. Première fois depuis 2007 qu'un gouvernement sortant est réélu. Il y a c'est un signe de maturité démocratique en Europe que je me suis ravi de pouvoir saluer. C'est vrai aussi maintenant que les banques centrales ont l'appréhension des mécanismes qu'elles ont besoin d'utiliser. Maintenant, ça ne veut pas du tout dire que la crise est terminée. Ça veut dire qu'on a les instruments et quelques bases pour l'affronter. Les bases juridiques, les bases de soutien populaire et les bases techniques. Mais ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir se dispenser de faire tout ce qu'on doit faire. Et en particulier, tout ce qui est soutien illimité, je rappelle deux choses. D'abord, tout soutien illimité a un coût. Je veux dire, il n'y a pas une réserve inconnue de billets, de pétrole, de pierres précieuses qui soit à la disposition des banques centrales dans lesquelles elles puissent puiser. D'une manière ou d'une autre, c'est nous qui achetons à la fin. Il faut bien se rappeler, ça a un coût. Il n'y a pas, les Américains ou les Anglo-Saxons ont une expression, there is no free lunch. Il n'y a pas de déjeuner gratuit. À la fin, il y a toujours quelqu'un qui paye. Une dette, ça se rembourse ou alors on fait défaut. Ouais, exactement, et donc quelqu'un porte le prix du défaut. Donc il faut savoir ça. Je veux dire, donc 40 milliards chaque mois, c'est quelqu'un qui va le payer. Première question. Deuxième question, l'idée de dire que parce qu'on a annoncé qu'on interviendrait de manière illimitée, la crise est résolue et les choses vont se calmer, ce n'est juste pas vrai. Je vous rappelle que... je reprends la phrase. Nous disons au marché, désormais vous ne pouvez plus nous attaquer, disait ce matin le patron d'Aforge Finance. Je vous rappelle que pendant les années 30, la Reichsbank, elle était prête à imprimer, et elle a d'ailleurs imprimé du papier de manière totalement illimitée. Ça n'a pas empêché la crise. Donc je veux dire, à un moment, les marchés, ils gagnent parce que c'est un arbitrage. Ils gagnent si les conditions concrètes et réelles du développement économique ne sont pas l'exécution. Ce que j'appelais l'exécution. Et il y a beaucoup de travail devant nous. Et c'est là, justement, où je pense qu'en France, nous pêchons. Bon, alors, admettons qu'on a peut-être gagné des années. Non. 3 ans, des obligations à 3 ans pour la BCE. Non, je pense qu'on a gagné 3 mois. Si on ne fait pas du boulot pendant les 3 mois qui viennent, je veux dire, c'est d'ici la fin de l'année. Michel, on réforme pas le marché du travail, on ne crée pas un budget européen en 3 mois, on ne va pas harmoniser les politiques fiscales et sociales de l'Europe en 3 mois. Il faut qu'on indique qu'on a pris la décision de le faire. Il faut qu'on indique qu'on a pris la décision de le faire. Ça veut dire que ça reste des mots, il faut qu'on indique. Il y a un moment, il faut des actes. Ah, tout à fait. Mais d'ailleurs, il y a des domaines dans lesquels on est prêt à faire des actes. On est prêt à mettre en place une législation punitive sur l'impôt. OK ? Bon, alors on dit, c'est exceptionnel, c'est temporaire. Faisons-le aussi sur le marché du travail. Pendant la période où on estime qu'il est légitime de taxer à 75% le revenu, ramenons
la durée du travail à 40 heures, exceptionnellement, pendant la même période. Pour l'instant, on a une méthode et un calendrier. Vous avez vu en France. Méthode et un calendrier, des faits. Oui. Des faits. Allons-y, Olivier Berruyer. Je partage en partie. Une date historique comparable à celle du traité de Rome, les banques centrales ont-elles raison? Le traité de Rome, oui, ça s'agit peut-être de la Révolution française, la naissance du Christ ou l'apparition de la vie, je ne sais pas. Faut voir ce qui est vraiment d'exceptionnel à ce point-là. Moi, je connais qu'une chose d'illimité, à l'évidence, c'est la bêtise crasse des marchés qui sont incapables d'apprendre quoi que ce soit depuis 6 ans. C'est ça qui est illimité. Les opérations que s'apprête à faire la BCE, si elle les fait un jour, parce qu'on n'en sait rien. Pour ça, faut-il encore que l'Espagne accepte que la Troïka vienne lui dicter ce qu'elle doit faire chez elle. Donc la demande d'assistance au FESF, elle n'est pas encore faite dans ces pays-là. D'ailleurs, les taux baissent en Espagne et peut-être que l'Espagne pourra s'en affranchir finalement, puisque l'impact des mots agit comme une arme atomique destinée à ne pas être utilisée fondamentalement. Oui, non, mais ça, les taux en Espagne baissent, ils remonteront dans 3 mois, comme ça fait des yo-yo depuis quelques mois. Alors, en effet, la BCE vient de sortir le bazooka, l'arme atomique. Bon, mauvaise nouvelle pour les auditeurs, votre épargne est du mauvais côté du bazooka et sous la bombe atomique. Voilà, c'est simplement ça qui va se passer. Donc, effectivement, on va gagner. Expliquez-moi. La BCE vient de dire qu'elle rachète, soi-disant sans limite. Bon, évidemment, il y a obligations à 3 ans. Elle va acheter des obligations. Elle l'a déjà fait. Elle a déjà 280 milliards d'euros d'obligations pourries dans son bilan. Elle a déjà racheté des obligations espagnoles, italiennes et grecques. La dernière fois, elle n'a pas dit que c'était limité. La seule chose qui a changé, ils disent on le fera de manière illimitée. Oui, mais tout est là. Oui, mais on sait très bien qu'elle ne va pas racheter 200 ou 300 milliards d'obligations nouvelles. Il faut être raisonnable. Les Allemands n'accepteront jamais ça. Elle n'en a pas les capacités. Jusqu'à quand elle va pourrir son bilan? Là, la Banque centrale est en train de faire une chose qui est quand même assez extraordinaire. Vous avez des investisseurs privés qui ont prêté à l'Espagne. Espagne qui se sert de cet argent pour aller soutenir son secteur bancaire qui est en ruine parce qu'il y a eu une bulle immobilière fantastique et on est en train de dire que maintenant la Banque centrale va racheter les obligations aux détenteurs actuels. Donc autrement dit, il y a des gens qui sont en risque avec des obligations pourries. Donc elle sauve ces gens. Oui, elle est en train de sauver ces gens financiers. Ok, donc le contribuable est en train de sauver l'épargne des gens qui ont prêté à l'Espagne. J'ai du mal à comprendre pourquoi mon argent va servir à compenser les âneries qui ont été faites par des banques espagnoles qui ont prêté à des escrocs immobiliers pour construire des villes au fin fond de l'Andalousie. Mon argent ne sert pas à ça. On se rend bien mon argent, comme je le gagne, j'ai pas envie qu'on me le prenne pour récompenser les escrocs. Réaction de Jean-Michel et d'Alexandre Thibault. Mais on réalise bien que si on ne fait pas ça, on rentre dans une espèce d'incertitude qui peut s'apparenter à du néant ou du vide et que c'est terrifiant. Mais il y aura toujours une incertitude. Oui, on est à un stade où on a prêté de l'argent et l'argent a été dépensé n'importe comment. Quand on est dans cette optique-là où A a prêté à B, que B a dépensé l'argent, quelqu'un va perdre. Soit B ne rembourse pas et A perdu son argent, soit B va rembourser, dans ce cas-là il va perdre son argent. Et d'ailleurs vous voyez bien que dans cette nouvelle construction de l'Europe, le mécanisme européen et les clauses d'action collective inscrivent la notion de défaut souverain et que l'Union bancaire inscrit la notion de faillite bancaire pour un établissement non solvable. Il n'y a aucun défaut souverain là-dedans. Tout le monde est content de la Cour de Karlsruhe. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle vient de valider un engagement de 140 milliards d'euros pour la France. 140 milliards d'euros. C'est 50 000 euros pour chacun d'entre nous qui faisons partie des 10% les plus aisés de la population. 50 000 euros et on est content, on applaudit, alors que tous les jours sur cette antenne on entend on paye trop d'impôts, 56% c'est confiscatoire, on vient de nous mettre 50 000 euros sur le dos et on les paiera parce que c'est fait, c'est dépensé, ça se fera un jour ou l'autre. Alexandre. Non mais encore une fois la question effectivement a été assez bien posée. On a dépensé collectivement en Europe, même si c'est pas forcément tous les pays, trop d'argent et on n'est pas en situation de le rembourser. Donc à un moment donné il faudra que quelqu'un assume le coût de ce niveau de dépense, quelle qu'en soit la raison, après je ne reviens pas sur les causes, qui est trop élevé. Niveau de dette, donc on a plusieurs solutions dans ce cas-là. Premièrement, c'est de faire payer les peuples qui ont trop dépensé, c'est les ajustements violents qu'on a pu voir en Grèce et ailleurs, dans lequel quand même le niveau de vie a baissé assez sensiblement pour une partie de la population. Les gels de pension de retraite, les gels de salaire. Il s'est passé des choses assez violentes. De niveau très élevé au départ. On a une deuxième façon, c'est ce qu'on a appelé le défaut du pays, c'est-à-dire que les gens qui ont, à tort ou en tout cas sans prendre à cette précaution, payé à ces pays, vont perdre une partie de ce qui leur a été prêté. C'est aussi ce qui s'est passé en partie en Grèce sur le plan de restructuration. Alors, il y a eu un petit effet amusant, si j'ai bien compris, c'est que on a allégé la dette de la Grèce, mais comme l'essentiel de la dette concernée par l'allègement était in fine dans le bilan des banques grecques, l'essentiel de cet argent s'est traduit par une recapitalisation des banques grecques pour éviter la faillite et la panique collective des épargnants. Donc, on a fait une opération dont le gain est très inférieur au niveau apparent. Et puis la troisième solution, et c'est ce que nous offre la décision de la banque, les décisions de la Banque centrale et la validation de la Cour de Karlsruhe, c'est d'essayer de lisser tout ça dans le temps avec une création monétaire qui va être
sensiblement supérieur à la création de richesse de la zone. Et donc globalement, celui qui a un billet de 10 euros, il aura toujours un billet de 10 euros, mais à terme, avec ces 10 euros, il pourra acheter beaucoup moins de choses qu'avant. Oui, mais donc Olot vendra beaucoup plus de machines à l'étranger, car on aura une monnaie qui sera beaucoup plus faible. Oui, enfin, Sauf si effectivement le deleveraging des monnaies est généralisé. Voilà, encore faut-il qu'elle baisse et encore faut-il que la situation soit différente dans d'autres zones. Si on regarde de près ce qui se passe aux États-Unis, la situation n'est pas meilleure. La situation au Japon est au moins aussi grave. On attend de voir la réalité de la situation chinoise. Pour l'instant, une phase assez favorable, mais je pense qu'ils sont aussi perclus de fragilité et qu'à un moment donné, on verra ce qui se passe. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, un détenteur d'un billet de 10 euros ou d'un patrimoine de 100 000 euros, il a mis en risque son patrimoine, simplement que ce soit de façon violente et qu'on lui dise votre assurance vie qui valait 100, elle vaut plus que 80. On va émettre de la monnaie pour se donner du temps et diluer cette souffrance dans le temps. Mais in fine, comme l'a dit Jean-Michel, on a une chose auquel il ne faut pas échapper, c'est les réformes. C'est-à-dire que si l'Europe ne se met pas en situation de corriger le tir, dans 20 ans, il faudra refaire pareil. Si on ne se remet pas en situation d'être compétitif, d'arrêter de dépenser plus qu'on gagne, on n'y arrivera pas. Alors là, on est tous d'accord. Aussi bien moi que Stéphane Soumier sur ce point-là, on était tous d'accord pour dire qu'effectivement, une injection de liquidité n'allait pas régler les problématiques économiques, régler les différentiels de compétitivité. Mais Nicolas, c'est tout l'enjeu de ce qui se passe en Europe. C'est est-ce que le temps que vient d'acheter la BCE et la décision de Karlsruhe sera mis à profit pour faire les bonnes réformes, ou au contraire, en écartant le couteau du dos d'un certain nombre de gouvernements qui n'ont pas fait preuve faut qu'on ait le surin dans le dos pour pouvoir bouger, voilà. L'histoire des 30 dernières années montre que sans couteau dans le dos, les gens bougent quand même pas énormément. On parlera de la France, mais en France, on est malgré tout en train pas d'ouvrir le sujet du financement de la protection sociale. Si on regarde l'Europe, sur les 27 pays, il y a quand même plus de pays qui n'ont pas fait le boulot que de pays qui ont fait le boulot sans avoir le couteau dans le dos. Et encore, les Allemands qui l'ont fait avaient le couteau de la réunification dans le dos. Jean-Michel Steg. Écoutez, je veux vous dire, comme on vient de l'expliquer parfaitement clairement, on est en train de faire une grande période de création monétaire, directe et indirecte. Absolument. Il y a deux questions qui vont se poser. La première... Moi, je vous dis, on n'a pas le choix. Ah bah bien entendu qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix pour se gagner du temps, à condition qu'on fasse les réformes structurelles qui doivent être faites dans l'intervalle. Sinon, on va se retrouver dans la situation d'avoir fait une création monétaire pour rien, qui va nous ruiner. Et je vous ai apporté aujourd'hui, justement pour le rappeler, un cadeau, personnellement, Nicolas. Je voulais vous faire un cadeau par amitié. C'est un billet de 10 000 drachmes. C'est des drachmes grecs, je le montre. Et donc, je vous en donne la valeur qui est, je vous assure, inférieure. Corruption en direct. Absolument, à celle de mon amitié. Mais c'est ce qui peut arriver, pour que vous regardiez le sous l'œil, ce qui peut arriver, parce que ce truc-là ne vaut plus rien, bien entendu, ce qui peut arriver si jamais nous n'enclenchons pas, dans la période actuelle, les réformes du marché du travail, les réformes de rétablissement de l'équilibre entre jeunes et inactifs retraités, les réformes de l'éducation et de la formation de nos jeunes, qui sont nécessaires dans les mois qui viennent. Ces réformes, combien de temps mettent-elles à produire un début d'effet? On sait que la seule réforme qui est efficace immédialement, sans coûter d'argent public, c'est la réforme des retraites. Absolument. Ces réformes, si on se lance là-dedans, combien de temps ça met? Est-ce que les banques centrales nous donnent le temps de les faire? Oui, absolument. Oui, Alexandre, c'est quoi une réforme des retraites, Nicolas? C'est quoi une réforme des retraites? La réforme des retraites dans tous les pays telle qu'elle a été menée, c'est que si les gens vivent plus longtemps, on les fait travailler plus longtemps. Et en plus, vous déplacez le curseur intellectuel de l'âge senior dans l'état d'esprit des chefs d'entreprise et on arrête de penser qu'à 45 ans, les gens sont bons pour la poubelle et on se dit que c'est peut-être 52. Donc vous augmentez la population active. Mais Nicolas, non mais je pose la question, c'est quoi? Si on augmente la population active, ça tombe bien, il y a déjà 3 millions de chômeurs, donc on peut augmenter la population active. Oui, mais c'est pas mécanique comme ça. C'est pas mécanique comme ça. Ça va l'être un peu. C'est bien que 500 000 personnes de plus. On sait bien que si on crée de l'activité, il y a un moment où l'activité va générer du travail. Et le travail, il faut le créer. Mais quelle activité on en manque? Vous faites quand même pas partie des gens qui pensent que le travail est un gâteau qui se partage. Ça c'est l'image madinesque, bon, qui rigole 2 minutes. On a ramené la semaine à 35 heures, ça n'a pas créé d'emploi. On est passé de 40 à 35 heures, ça n'a pas créé d'emploi. Au contraire, ça a pesé sur l'économie. Ça continue. Il n'y a aucun impact mesurable par rapport à ce qui s'est passé dans les pays qui l'ont pas fait. Regardez les chiffres, en particulier de productivité. On est resté la deuxième économie la plus productive. Enfin bon, peu importe, on va pas rentrer dans le nombre d'heures. Mais après, c'est un problème de coût unitaire de production, c'est pas un problème de temps passé. Le coût unitaire, le seul qui a à peu près baissé, c'est l'Allemagne parce qu'ils ont eu fait la folie de baisser leur salaire. Comme heureusement les autres ne l'ont pas fait, ça n'a pas mis toute l'Europe en dépression. Enfin voilà, c'est ce qu'on a fait. L'Espagne, l'Italie, la Grèce, tous les pays, les Pays-Bas ont eu une augmentation des coûts supérieure à ce qui s'est passé en France. Je pense qu'il faut pas résumer ce qu'il y a à faire à la baisse des salaires. On disait combien de temps pour que des réformes de structure produisent leurs effets? C'est
je dirais, sur une législature, donc sur 5 ans, c'est évident que c'est tangible. Est-ce que les premiers effets en fonction de la conjoncture, de ce qui se passe autour, sont sentis au bout de 2 ou 3 ans, ou un peu plus? Je laisserai les experts répondre, mais en tout cas, à l'aune d'une législature en France, c'est clairement sensible. Mais quel est l'enjeu majeur des réformes? C'est de les ancrer dans le temps et dans l'esprit des gens. Qui crée des emplois en France aujourd'hui? C'est les chefs d'entreprise. On peut trouver ça bien ou pas bien, mais c'est tous les gens du gouvernement ne cessent de le répéter. Oui, mais, alors justement, si on se met dans la psychologie d'un chef d'entreprise, puisque j'en suis un, encore une fois, je suis qu'un exemple, mais qu'est-ce qui nous fait bouger? C'est le fait de se dire que ce qui a changé est pérenne, et que donc les nouvelles règles du jeu dans lesquelles on nous demande de jouer, elles vont s'appliquer sur une durée suffisamment longue pour que le risque qu'on prend en y croyant et en changeant nos comportements, a une chance de produire des résultats positifs pour l'unité que l'on dirige, c'est-à-dire une entreprise. Et toute la difficulté, on l'a vu avec tout ce qui a pu être fait, sur des réformes type le contrat nouvelle embauche, le contrat première embauche, les allègements de ceci ou de cela, c'est que, il y a toujours quelqu'un qui dit, dès que je reviens au pouvoir, je le supprime. Voire, même si personne ne le dit, il y a un juge à la cour de cassation qui prend une lecture complètement surréaliste du Code du travail et qui vous dit « Ah oui, d'accord, c'est écrit comme ça, mais moi je pense que c'est pas tout à fait ce qu'il faut faire, et si on interprète ceci ou cela, et bing, il vous change la règle. » Donc, quand ça arrive 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, à un moment donné, les gens ne jouent plus. D'où l'explosion de l'intérim, des contrats précaires, et du fait qu'on n'est pas en situation de prendre des risques et d'assumer le coût de ce risque si ça ne marche pas. Et donc on utilise les outils à disposition qui ne sont pas bons, hein. Je ne les défends pas, mais c'est les seuls qui nous permettent de bouger. Et si personne ne bouge, on ne crée pas de richesse, on n'a pas de croissance, on va se traîner 3, 4, 5 millions de chômeurs. Vous avez remarqué comme avant les élections, le chômage, il y avait toujours quelqu'un pour dire mais il faut prendre la catégorie 3 qui englobe tout le monde. Et depuis que c'est François Hollande qui est au pouvoir, on ne parle plus de la catégorie 1 et tout le monde trouve ça normal. Avec Sarko, c'était pareil. Hein. Ça fait longtemps qu'on se concentre sur la catégorie 1. Les gens directement disponibles. Le gouvernement parle toujours de la catégorie 1. Si vous regardez ce que font les médias, avant, ils remarquaient systématiquement qu'on parlait d'un chiffre. Aujourd'hui, c'est terminé. C'est une observation. Systématiquement, on parle du chômage, je parle des catégories 1, A, B et C. Je dis juste collectivement, regardez le comportement des médias, vous verrez, c'est intéressant. Parce que vous disiez, Olivier, il faut marquer une pause. Mais très frappé quand vous me dites que l'Allemagne a fait des réformes catastrophiques. Vous ne niez pas qu'il faut faire des réformes structurelles en France sur le système éducatif, le périmètre de l'État, le marché du travail, le coût du... Non ? Ça qui est des réformes, évidemment, en particulier sur l'éducation, qu'on mette plus de souplesse pour les entreprises, évidemment aussi, le tout être mesuré, de ne pas être dogmatique et d'arrêter de prendre en exemple des pays qui font n'importe quoi. Après toute la question, et Jean-Michel, votre avis me sera précieux, est-il possible de faire ça aujourd'hui, dans la mesure où on vit un ajustement simultané de l'ensemble des économies d'Europe? Est-ce que l'on peut, justement, engager ces réformes qui coûtent de l'argent, quand même, automatiquement? C'est toute la question de savoir s'il faut tenir les 3% fin 2013, oser effectivement une forme d'austérité. C'est comme le mec qui a fait sa maison, a priori, ça lui coûte de l'argent, il vit mal pendant quelques temps, mais elle sera mieux après. D'accord Nicolas, mais les 30 milliards d'impôts qu'on va avoir, qu'est-ce que ça fait l'année prochaine en termes de croissance? Parce que c'est 1,5 point du PIB qui va disparaître. Pour l'instant, ça me permet juste d'essayer de tenir un engagement vis-à-vis de Bruxelles, un engagement pris par la France pour lever la terreur que nos taux d'emprunt ne soient plus négatifs sur des maturités courtes. Voilà. C'est important. Allez, à tout de suite. Podcast de nuit sur BFM Business. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. Retour avec Jean-Michel Steg, senior advisor de Blackstone, avec Alexandre Sobol, directeur général de Hollott Group, et avec Olivier Berruyer, l'animateur du blog les-crise.fr. Énormément de réactions d'auditeurs. Je suis ravi de vous avoir retrouvé par mail, chers auditeurs, et vous êtes nombreux à vous manifester. Alors il y a d'abord Joachim qui me dit « Rachat, faillite, chômage, inflation monétaire, les annonces de la semaine reflètent la victoire de l'incompétence à tous les niveaux. On va imprimer des billets jusqu'à la prochaine crise, celle du papier, écrit-il. » Étienne, un forfait illimité, c'est comme dans la téléphonie, soit ça se paye, soit ça déconne. Il y a Armel qui se demande si un quantitative easing numéro 3 va impliquer une forte hausse de l'or. C'est vrai que l'or est cher aujourd'hui, Jean-Michel Steg. L'or est cher, mais l'incertitude politique et stratégique est élevée également, et les deux sont bien corrélés, donc je pense que l'or va rester élevé. Marc-Henri, encore quelques mois, monsieur le bourreau, un délai supplémentaire pour la Grèce, me paraît effectivement un signe d'apaisement de la crise européenne. Vous êtes d'accord ou pas? Le FMI et le ministre des Finances autrichien, je crois,
qui fait quand même pas partie des plus tendres de l'Europe, voient des arguments, des raisons pour accorder un délai à la Grèce. Et Stéphane Soumier disait ce matin, c'était la pièce qu'il manquait à l'édifice de retour de la confiance en Europe. Mais c'est une vaste blague. La Grèce est en dépression carabinée et elle n'est pas prête de redresser la tête. Olivier On continue de plus en plus à lui mettre la tête sous l'eau. Je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière, la Troïka a expliqué aux Grecs qu'il allait falloir travailler maintenant 6 jours sur 7. Et quand la Grèce a dit on va couper dans nos dépenses d'armement et de défense, la Troïka a dit non, vous ne coupez pas dans les dépenses d'armement et de défense. Évidemment, ça soutient l'industrie allemande et française. Donc la Grèce est en train de couler. La Grèce ne remboursera pas ces 200 milliards. Ça veut dire que le billet de 10 000 drachmes que j'ai dans la main n'est pas une foutaise. Mais c'est pas une histoire de foutaise ou pas foutaise. La Grèce est dans l'incapacité, au moins dans les 30 ans qui viennent, de rembourser ce qu'on lui a prêté. La Grèce nous doit 200 milliards. Donc elle doit 200 milliards au gouvernement, elle doit 200 milliards, y compris à la Banque centrale. Nicolas, je veux dire, ils nous tiennent maintenant. Quand les gouvernements grecs va venir nous dire, écoutez, moi je peux pas vous payer, donc ou vous me donnez un délai, ou vous passez tout ça en perte et je fais sauter le système, évidemment que les gouvernements vont se réunir, vont faire croire qu'ils sont très gentils et ils vont accorder le délai. Parce que s'ils accordent pas le délai, la Banque centrale est en faillite, puisqu'elle s'est gavée d'obligations. C'est ça le résultat de ce que fait Draghi. Sur la Grèce, il faut pas mélanger trop de choses tout de même. Je crois tous les gouvernements européens ont acté que effectivement la dette grecque souveraine ne sera pas remboursée. Ça a été une forme d'escroquerie collective de la classe politique grecque et des citoyens grecs qui en ont bénéficié au détriment de l'Europe. Dont acte. Maintenant, je pense aussi qu'il y a un consensus pour dire on ne va pas ni expulser la Grèce de l'Europe, ni la laisser descendre aux enfers, parce qu'on considère que c'est une responsabilité collective du pays et qu'on peut, en parenthèse d'ailleurs, et pour ça que je parlerai aussi des dépenses militaires, pas se permettre de laisser ce coin d'insertion de l'Europe dans le Moyen-Orient se transformer en une espèce de Somalie. Donc à la fois la gestion des frontières, l'armée, etc., tout ça c'est important. Maintenant, il y a encore des ajustements. Ça n'empêche pas à l'avenir de remettre la Grèce sur des rails d'une économie productive qui, avec ses moyens, doit redevenir productive. Les Grecs ont pris depuis plusieurs siècles l'habitude d'une indiscipline collective qui prend du temps à corriger. Ils sont actuellement dans une situation difficile, mais pas si catastrophique que ça. C'est d'ailleurs pour ça que ça reste un pays qui accueille énormément d'émigration clandestine. C'est parce que c'est toujours intéressant d'habiter et de résider en Grèce. Si vous vous y rendez sur place... Malgré 5 ans de récession. Malgré 5 ans de récession, ils sont partis de niveaux de confort extraordinairement élevés. Je crois ils resteront avec nous, nous resterons avec eux, et ils feront les efforts. J'ai pas bien compris. Vous estimez qu'en ce moment, il y a un risque fort que la Turquie attaque la Grèce ? Je pense actuellement qu'il y a un risque d'explosion de toute la région moyenne-orientale, depuis la Turquie, qui peut se retrouver elle-même dans une Grèce, le Moyen-Orient, bien entendu, Israël et ses voisins, l'Égypte, l'Irak, l'Iran. Et la Grèce, c'est le Moyen-Orient. Je crois que c'était l'Union européenne. Faut la Grèce, c'est la frontière. C'est quand même une frontière historique du Moyen-Orient. Il faut quand même arrêter de les lire, parce que pour le moment, le problème de la Grèce, c'est qu'elle est dans une dépression carabinée. Si vous estimez que 7% de décroissance en une année, et ce depuis 5 années de suite, c'est positif, écoutez, c'est votre choix. Personnellement, on va juste arrêter de parler de généralité. Si je puis me permettre, on va juste arrêter de parler de généralité. Moi, j'ai une très bonne amie grecque. Elle était enseignante dans le supérieur. Elle touchait 1 200 € il y a 2 ans. Elle a touché 1 050 l'année dernière. Son salaire vient de passer à 742 €. Alors, vous estimez que c'est peut-être très bien quand on est bac+8. Bon, on peut penser que le peuple est en train de souffrir. Bon, de là à dire que maintenant aussi les Grecs c'est tous des escrocs comme vous venez de le faire, moi je trouve que ce n'est pas la meilleure façon de construire une Europe fédérale et une amitié entre les peuples. Évidemment que les Grecs, ils vont pas rembourser le 200 milliards. J'attends de voir si nous on va rembourser nos 1 800 milliards de dettes. J'attends vraiment de le voir. Ces propos... Il y a un risque géopolitique en Grèce, malgré tout. Il y a un risque géopolitique. En quoi ils nous ont escroqués, les Grecs? On va parler je parle de géopolitique, il y a un risque géopolitique en Grèce. On sait bien qu'il y a un ennemi héréditaire qui est la Turquie. Il faudrait juste dire un mot, Nicolas. On a parlé d'escroquerie. Vous savez où elle est l'escroquerie? C'est qu'il y a 2 ans, la Grèce, elle devait 350 milliards à des investisseurs privés, à des banques, à des épargnants, et que au lieu de lui laisser faire un défaut, comme ça arrive dans à peu près 100% des cas, un jour ou l'autre avec les États, l'Union européenne, la Banque centrale, ont dit non, on ne va pas laisser faire des pertes aux épargnants, on va payer à votre place les épargnants et vous nous rembourserez nous-mêmes. On vient de transférer le risque qui était sur des personnes privées sur le contribuable. Elle est là, l'escroquerie, monsieur Steg. Elle n'est pas dans le fait que les Grecs, effectivement, qu'il y a des abus. Il y a des abus partout. Moi, personnellement, j'habite un pays qui a fait 1 800 milliards d'euros de dettes. Je ne donne des leçons à personne en termes de gestion des finances publiques d'un pays. Si c'était vous qui le gérez, vous êtes peut-être responsable. Si c'était pas vous qui le gérez, vous n'êtes pas plus responsable que moi. Je dis simplement qu'à l'époque, nous avons effectivement, ils n'ont pas remboursé
rembourser des dettes qui étaient auprès du système bancaire européen. Et une des raisons pour lesquelles les gouvernements français et les gouvernements européens sont venus à l'époque à la rescousse de la dette souveraine grecque, c'était pour éviter de faire sauter le Crédit Agricole et la BNP, ce qui aurait été un problème pour la France, pour tout le monde, y compris pour vous, investisseurs. Pourquoi on les laisse faire alors BNP? Pourquoi on continue à ne pas réguler? Vous me dites qu'il y a un risque de bombe atomique, ça continue parfaitement. Pourquoi on n'a rien fait? Qu'avez-vous fait pour qu'aujourd'hui ça ne recommence pas? Vous les contrôlez, BNP? Vous contrôlez Crédit Agricole sur ce qu'ils font? On est à la 5e année de crise, quand est-ce qu'on continue à contrôler sérieusement ce que font les banques? Parce que vous nous dites qu'à chaque fois les banques nous tordent le bras et nous obligent à payer en tant que contribuables. Qu'est-ce qu'on fait? Non. Qu'est-ce qu'on fait? Attendez, vous m'expliquez qu'il a fallu que le contribuable intervienne, puisque sinon le Crédit Agricole allait couler. Qu'est-ce qu'on fait pour que le Crédit Agricole ne soit plus en risque de coulage? Non mais faut pas plaisanter. Je veux dire, en France, justement, il faut pas. Là, c'est en même temps vous agitez les deux aspects d'un spectre en disant d'un côté c'est les banques qui contrôlent le monde entier. C'est une espèce de conspiration. Ne caricaturez pas de cette façon aussi. Non, écoutez, au jour d'aujourd'hui, on a besoin de protéger le système bancaire français. On a besoin de protéger l'économie réelle aussi et les épargnants. Et comment vous voulez faire fonctionner une économie réelle sans système bancaire? Vous allez vers quoi? Alors, vous allez vous trimballer vos sous sur vous-même? C'est toute la problématique effectivement de l'importance d'un absolu des activités bancaires par exemple, puisque vous voulez on va pas ouvrir le Glass-Steagall maintenant parce que le truc va venir dans l'actualité bientôt. Bien sûr. Juste les dernières réactions d'auditeurs, une fois de plus, on passe les pertes du secteur bancaire au secteur public, le contribuable et tout le monde applaudit, écrit Surya. Bravo. Il y a par quelle magie l'expansion du bilan de la Fed va-t-elle aider à créer des emplois? Écrit Surya de la même manière, de manière ironique, dit-elle. Il est évident que ça ne crée pas des emplois, mais il s'agit de stabiliser quelque chose qui est complètement instable. Comme journaliste, elle pose des bonnes questions. Voilà, il y a Georges qui nous dit nos banquiers européens vont encore se précipiter pour acheter cette nouvelle version des subprimes que nous fabrique la Réserve fédérale américaine et nous refiler l'ardoise. Bon. Mais Nicolas, juste sur ce point, Alexandre un tout petit mot. Aujourd'hui, on a une préférence collective pour l'absence de choc violent. Donc dans les différentes solutions aux problèmes qui nous étaient posés, on avait l'arbitrage entre un choc violent, pas forcément sur tout le monde, même si quand on parle d'épargne, d'assurance vie, de banque, assez vite ça se diffuse à l'ensemble et on a fait un choix collectif. Alors est-ce que c'est le meilleur? J'en sais rien, mais en tout cas c'est celui qui a été fait, de dire on va diffuser ce choc en le lissant dans le temps et en réduisant les conséquences négatives, en le faisant absorber par les contribuables, donc par les États qui ont en théorie des poches profondes, pour se donner le temps de l'absorber. C'est le choix qui a été fait. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais? Je ne suis pas le plus compétent pour répondre, mais en tout cas c'est clairement le choix qui a été fait. Après, se dire qu'on aurait pu faire autrement ou pas, me paraît être un débat qui a aujourd'hui peu d'intérêt. Moi j'ai juste une question, qu'est-ce qui dit qu'il n'y aura pas un plus gros choc après à cause de ça? Qu'est-ce qui vous dit que dans 6 mois les Allemands ne vont pas faire un référendum sur l'euro parce qu'ils en auront marre? Je dis juste que c'est le choix collectif qui a été fait. On va quand même pas, Dieu sait si on a des raisons d'avoir des inquiétudes, Olivier, on va pas non plus les écrire ces inquiétudes alors qu'elles n'existent, alors qu'elles ne sont pas avérées. On a fait le choix de lisser les risques. Pour moi, on a fait le choix d'augmenter les risques. C'est un débat. Et certains que pour l'instant, on essaye de régler une crise de la dette par de la nouvelle dette. Ça, c'est absolument... Un jour viendra où il faudra soit se serrer la ceinture, soit créer de la croissance, soit espérer une inflation, comme l'avait d'ailleurs très très mal décrit un jour Jean-Michel Steg, soit dire à certaines personnes, des épargnants, des détenteurs d'obligations, vous ne serez pas remboursés dans l'intégralité de ce qui vous est dû. Je crois que là, évidemment. Bien sûr. Mais tout le monde le sait, ça, de toute façon. Faut-il taxer les retraités, Alexandre Sobo? Je suis plein d'ennemis aujourd'hui. J'ai dit que la Cour des comptes avait raison ce matin, et là je suis en train de me faire incendier. Nicolas, je pense que il y a deux choses. D'abord, il y a une question de méthode et il y a une question d'objectif. Sur la méthode, dans tous les cas, quand pour régler un problème, vous stigmatisez, quelle qu'en soit la forme et la volonté, une catégorie sous l'angle vous payez pas assez ou c'est vous qui allez faire un effort supplémentaire, c'est un peu ce que j'ai fait, et que vous donnez l'impression que le problème vient d'un segment quel qu'il soit, de toute façon, vous créez ce genre de réaction et vous ne faites pas avancer le schmilblick. Encore une fois, si on regarde de façon objective et qu'on se dit que des retraités qui n'ont plus de travail ont droit sur leur feuille d'impôt à une déduction forfaitaire pour frais professionnels, on fait sourire la terre entière. Maintenant, c'est une réalité. Donc les gens qui vivent avec une retraite aujourd'hui, ils ont un rythme de vie, un mode de fonctionnement dans lequel si brutalement vous leur retirez 10%, 15%, 20%, quel que soit le montant, que ce soit un avantage fiscal, un revenu, vous créez un choc qui génère des réactions négatives et qui n'est pas forcément acceptable parce que c'est un morceau. Il faut absolument traiter le sujet de ces évolutions fiscales avec deux principes. Premièrement, des règles générales équitables qui vont s'appliquer à tous parce qu'aujourd'hui chacun pense
que le voisin y échappe et que s'il lui paye, c'est un idiot parce qu'il est le seul qui n'y a pas échappé. Et ensuite, il faut traiter dans le temps les écarts pour que les gens puissent là aussi se positionner dans le temps et se dire, ok, les règles que j'ai aujourd'hui me donnent un avantage par rapport à la règle générale qui va s'appliquer à tout le monde. Il va se résorber en 2 ans, 3 ans, 5 ans. En fonction de la taille du choc, il faut le lisser. Il faut donner aux gens non pas une stigmatisation, mais un sentiment que l'effort va être partagé et que ceux qui ont un peu plus d'efforts à faire que les autres vont pouvoir le faire dans le temps sans révolutionner leur niveau de vie. On respecte aujourd'hui aucun de ces principes. On jette des choses à la figure, un coup c'est les riches, un coup c'est les grandes entreprises, un coup c'est les LBO, un coup c'est les retraités, un coup c'est ceci, un coup c'est cela, sans aucune stratégie, sans aucune vision d'ensemble. C'est normal que les gens se crispent. Après, la question de fond est, la France n'est-elle pas devenue un pays de rentiers ? Où finalement on a tendance à préférer le collectionneur sur l'entrepreneur. Nicolas, c'est pas une nouvelle. Oui, mais aujourd'hui, Nicolas, aujourd'hui, les 2 morceaux de l'épargne qui sont pas taxés, c'est le livret A qui finance le logement social qui n'a pas besoin de financement, et c'est l'assurance vie dont les nouvelles règles font qu'en gros ça finance les dettes d'État. Et tout ce qui est financement de la sphère productive, quand vous êtes particulier et que vous voulez faire, globalement, c'est ce qui est le plus risqué et c'est ce qui est le plus taxé. Donc moi, épargnant, je suis rationnel, je ne vais pas aller prendre le plus de risques avec une rémunération faible et une charge fiscale qui est la plus élevée de toutes. Donc changeons le système, remettons à plat nos règles et voyons si un système sain et simple aura des effets positifs sur le comportement des gens. Les acteurs économiques sont rationnels. Si vous leur mettez un système sain et simple, ils vont jouer le jeu dans le bon sens. Alexandre a parfaitement raison, et l'objectif c'est de dégager des ressources supplémentaires par rapport à ce qu'on a aujourd'hui pour investir et sortir de la crise. Car il faut tout de même un jour avoir une stratégie de sortie de crise. Qu'est-ce qui va recréer de la croissance dans notre pays? Où va-t-on investir? Dans l'éducation, dans les infrastructures, voire même dans la recherche d'énergie nouvelle, qu'elle soit le gaz ou d'autres. À un moment, il faut dire qu'est-ce qui va générer la croissance de la génération de nos enfants. Et comment va-t-on investir? Et pour ça, il faut dégager des ressources, il faut le faire de manière équitable, il faut le faire de manière transparente. Ça prend énormément de pédagogie. Jusqu'ici, on a été confronté à des gouvernements qui soit n'ont pas fait cette pédagogie, ou pas totalement, soit ont une approche étroitement politique du terme. Ils y voient un gros réservoir de voix, un gros réservoir d'électeurs. Le problème d'un gouvernement, au jour d'aujourd'hui, je le crains, c'est de gagner les élections municipales de 2014, c'est pas de nous sortir de la crise. Et si c'est l'objectif numéro 1, c'est de gagner les élections municipales, ça implique toute une série de comportements qui ne sont pas ceux, à mon avis, qui vont fournir les bases de la résolution de la crise. Et on reste dans un débat qui va s'enferrer. Maintenant, on va savoir sortir toutes les polémiques sur le mariage homosexuel. À mon avis, on va réveiller la querelle scolaire, on va réveiller toutes sortes de débats sur les peines, les courtes peines, de manière à éviter à avoir des réponses aux débats nécessaires sur les épouvantails qui viennent polluer les questions de fond. Et ça va, excusez-moi, et une partie malheureusement du débat qu'on a aujourd'hui le traduit, c'est on va ressortir toutes les théories conspirationnistes sur le fait que les oligarchies financières contrôlent le pays, et le fait qu'on ne fasse pas ces débats politiques et financiers ne va venir que le renforcer. Juste un mot pour dire qu'en plus, cette vision à courte vue qui dit je vais faire en sorte d'essayer de gagner les élections, c'est prendre les gens pour des idiots, ceux qu'ils ne sont pas, et dans toute l'histoire récente, ça n'a en plus été couronné d'aucun succès, parce qu'ils ont fini par perdre les élections suivantes. Pas faire le boulot vous fait in fine perdre les élections. Olivier Burrier, une France de rentiers, c'est une France de l'argent qui dort. L'argent qui dort, c'est un pays qui meurt. Il est évident qu'une société qui décide de rémunérer la rente est une société condamnée. Et que, comme je le disais, entre le collectionneur et l'entrepreneur, à un moment, il faut choisir. De la même manière qu'entre le producteur et le consommateur, il faut choisir. Ça nous ramène à la TVA sociale. Nicolas, ne confondons pas la rente et le capital, s'il vous plaît. Ah non, mais juste. Ah mais on est bien d'accord. On est bien d'accord. On a besoin de capitaux pour faire tourner une entreprise. Et j'ai bien dit la rente. Non, mais parce que cette pédagogie n'a pas toujours été faite, mais je laisse Olivier répondre. Ça s'appelle de l'argent inerte, inactive. Bien sûr, enfin, on souffre aussi d'un court-termisme démesuré. Il faut encourager en effet l'épargne à s'investir à long terme, à s'investir sur les entreprises, à aider toutes les forces vives qui ont plein d'idées et plein d'énergie. Et il faut avoir un système qui aide à ça. Mais pour ça, il faut revenir sur un certain nombre de règles qui n'ont pas de raison particulière. Je vais en prendre une. Pourquoi on ne rémunère pas beaucoup plus les actionnaires qui sont là depuis 5 ans dans une entreprise? Pourquoi la rémunération entre le long terme et le court terme? Pourquoi on n'enlève pas le droit de vote à tous les actionnaires qui ont moins d'1 an? Les actionnaires qui restent moins d'1 an dans une entreprise, c'est un simple apporteur de capital qui n'a aucun affectio societatis, il n'y a aucune raison qu'il ait à dire quoi que ce soit. C'est l'une des propositions de Jean-Louis Beffa qui dit qu'il faudrait une fiscalité à deux vitesses en fonction de la aussi. fidélité de l'actionnaire. Pourquoi on n'en parle jamais? C'est peut-être une mauvaise idée, j'en sais rien. Il n'y a aucun débat là-dessus.
Pour envahir les antennes sur un... Enfin, je sais pas, en effet, sur les débats dont parlait Jean-Michel tout à l'heure, sur un fait divers où il y a 4 morts, ça fait une semaine qu'on a la moitié des journaux qui parlent de ça, enfin c'est quand même surréaliste. Quelques débats de fond sur des idées intéressantes qui en plus peuvent trouver un écho à gauche comme à droite. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une bourse où on a une volatilité des actions toutes les millisecondes? À quoi ça sert? On peut parfaitement avoir un débat sur si on doit interdire ou non le trading à haute fréquence, par exemple. Ça fait longtemps que ça devrait être le cas. Oui, pourquoi c'est pas fait? On le dit tous, mais c'est vrai que c'est un débat qu'on a dû... Les marchés OTC, le trading haute fréquence, les trackers à outrance. Sur ma carrière, maintenant, j'ai un petit peu de recul, depuis une trentaine d'années, dont j'ai été témoin, c'est la destruction du marché equity. La destruction totale du marché equity, parce que le trading à haute fréquence, parce que l'asymétrie effectivement entre les investisseurs, parce que l'évolution du droit... Essentiel ce que vous dites, Jean-Michel. On sait bien que la crise que l'on vit, c'est une crise de l'endettement qui a été attisée par une disparition de l'inflation à la fin des années 90, qui a été attisée par l'innovation financière sans limite et la dérégulation du marché. Nicolas, excusez-moi de le dire crûment, mais on n'a que ce qu'on mérite. On a des règles qui s'appliquent et les gens sont des acteurs rationnels à la recherche, peut-être par moment de façon exagérée, mais de profit, parce que le profit, ça reste un moteur important. Donc la responsabilité, c'est pas d'aller chercher celui qui, dans les règles qui lui sont données, fait quelque chose qui n'a pas d'effet collectif très positif, c'est de changer les règles. Je l'évoquais sur la fiscalité, il y a plein d'autres sujets que je connais beaucoup moins bien, où il faut aussi changer les règles, il faut avoir le courage de le faire. Mais si on a des règles données, il ne faut pas s'étonner que les joueurs jouent avec ces règles-là. Les acteurs économiques, qui soient personnes physiques, investisseurs, entrepreneurs, sont des acteurs rationnels à la recherche d'une optimisation de leurs profits, non pas pour s'en mettre plein les choses, que c'est la condition pour mieux vivre, pour faire plus de choses, pour plus investir. On a que ce qu'on mérite, Alexandre. Il est évident que tout ça, ce sont des décisions politiques au départ. Derrière la politique, il y a la pédagogie. Pour faire changer les choses, il faut faire de la pédagogie. On est dans démocratie. Si vous voulez bouger les choses, il faut un minimum d'adhésion de l'opinion. Et l'adhésion de l'opinion, vous l'emportez pas en 5 minutes de discours, en une demi-heure d'intervention à la télé un dimanche soir. Il faut placer votre discours dans la durée, il faut répéter les mêmes choses, il faut expliquer les bénéfices à moyen et à long terme des décisions qu'on envisage de prendre. Il faut de temps en temps se battre contre les réactions instantanées. Toute cette pédagogie, ça fait 30 ans que personne ne l'a fait. Je suis complètement en phase avec ce que vous dites. Tout ce que vous avez décrit d'ailleurs sur la fiscalité, je réalise qu'effectivement j'y suis allé de manière un peu sauvage ce matin sur mes propos vis-à-vis des retraités, puisque effectivement il y a chez certains retraités, pas tous, une forme de rentier des temps modernes, mais la manière dont je l'ai dit était un petit peu... Ça dépend des générations et ça dépend des niveaux, mais par rapport à ce que dit Alexandre, c'est vrai, mais il n'y a pas qu'un problème d'explication, parce qu'il y a plein de mesures aussi qui sont simples et qui emporteraient l'adhésion de l'opinion. C'est-à-dire, qui va aller manifester pour le maintien du trading haute fréquence? Qui va manifester pour que sa banque dans laquelle on met ses dépôts serve à spéculer sur le cours de la cacahuète en Bolivie au lieu de rester bien au chaud pour que son argent ne disparaisse pas? Qui est contre ça? C'est quand même formidable que le pouvoir politique justement ne fasse pas passer ce genre de réforme. Il faut qu'on se demande aussi pourquoi en 5 années de crise on est capable de se préparer à déclencher des gros problèmes sur la monnaie et pas à prendre des mesures simples. Le problème, Olivier, c'est que vous savez que c'est pas un pouvoir politique seul dans son pays qui prend ce type de décision. Et là c'est très très compliqué. Par contre, dans notre pays où on sait qu'on a quand même une fiscalité favorable à la rente et qu'aujourd'hui... Bien sûr qu'il y a plein de choses à faire, et en particulier sur l'immobilier. Pourquoi on ne parle pas de la rente immobilière? Il y a des gens qui achetaient une maison de 200 000 euros il y a 10 ans, elle vaut 400 000 et ils ne payent pas de plus-value. Les propriétaires sont des personnes généralement qui sont d'un certain âge et qui sont depuis longtemps dans leur logement et qui ont pour ça une fiscalité tapis rouge, tandis que le primo-accédant de 25 ans ne rentrera pas sur le marché. Bien sûr, mais moi je ne vais pas me serrer la ceinture pendant 35 ans pour la rente immobilière des retraités. Enfin voilà, à un moment donné, il faut qu'il y ait une vraie discussion, une vraie refondation du contrat social sur ces points-là. Parce qu'on ne peut pas tuer les actifs, on ne peut pas tuer les entreprises pour récompenser la rente. Et les rentiers, en plus, ne le demandent pas non plus forcément. Bon, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, il y a beaucoup de choses. Il faut le faire de manière, effectivement, comme vous le faites d'ailleurs, Nicolas, avec vos invités, souvent de manière pédagogique et claire. En tout cas, je suis allé un peu fort ce matin, je vous le cache pas. Justement, c'est pour ça on se fait un peu insulter depuis. On a un peu le mérite de s'interroger justement sur ce qu'on dit, la manière dont on le dit. Et je pense qu'il faut qu'on garde cette discipline. C'est ça le métier de journaliste, se faire insulter. Sinon, il faut faire politique, si vous voulez. Je vais mettre un petit peu de miel dans les mots. C'était avec Jean-Michel Steg, avec Alexandre Sobo, Olivier Berruy. On se retrouve